Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On va commencer le webinaire de ce jour qui va porter sur les données que nous avons récemment produites chez URBS et qui traitent des données socio-économiques des ménages avec la particularité de, comme vous les verrez, de les fournir à l'adresse. Donc, on a aujourd'hui une présentation à deux voix. Moi-même, Jonathan Villot, je suis l'un des deux cofondateurs du RBS et directeur scientifique. Et avec moi aujourd'hui, on aura Valentin Lamiraud, qui est ingénieur au sein du RBS et qui a travaillé sur la production de ce nouveau jeu de données qui est intégré à la base de données IMOP que l'on produit chez URBS et qui sera accessible au sein de l'Observatoire national des bâtiments. Donc, on aura une présentation qui est calée pour tenir sur une grosse demi-heure. Par la suite, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser avec le bouton Q et R représenté avec un point d'interrogation en bas de votre écran. Ça nous permettra d'y répondre par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des éléments à nous faire remonter ou des questionnements durant la présentation, à bien les inscrire. Donc on va commencer cette présentation qui a pour titre, comme je disais, Évaluation modélisée des ménages à l'adresse. Donc son nom de code, c'est EMA. Donc EMA, c'est une table annexe qui sera présentée dans la base de données IMOP. Donc, déjà, le contexte et le positionnement de l'URBS, pourquoi on a souhaité travailler des données socio-économiques des ménages à l'adresse. Comme vous le savez sûrement, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur les enjeux de la donnée au service des acteurs du bâtiment et notamment des acteurs publics. Et depuis ces 10 dernières années, on a beaucoup travaillé avec des collectivités territoriales, que ce soit des communautés de communes, des communautés d'agglomération ou encore des départements pour pouvoir les accompagner dans la connaissance du parc. Et ça leur permet notamment d'avoir des capacités à intervenir et à opérationnaliser les politiques de l'habitat. Et un des éléments fondamentaux que l'on a pu voir, c'est que la quasi-totalité des actions en faveur de l'habitat ou du logement ont comme particularité ou comme point d'entrée commun d'avoir un besoin d'accompagner tout ce qui est lié à l'action sociale. Et donc, quand bien même on parle de bâtiment, l'entrée, c'est l'habitant. Et il y avait un besoin récurrent de mieux connaître les profils socio-économiques des habitants à une échelle fine, à savoir celle de l'adresse. Et ce, afin, par exemple, d'identifier les ménages pauvres, d'accompagner la lutte contre la précarité énergétique, d'accompagner le maintien au domicile des aînés, de s'assurer ou d'accompagner la mixité sociale, etc., etc. Sachant que aujourd'hui, comment faisaient les acteurs ou comment font les acteurs, notamment les acteurs publics, pour avoir un premier niveau de connaissance des données socio-économiques. À notre connaissance, il y a deux grandes bases de données qui sont utilisées. Donc la première, la plus facile d'accès, ce sont les données de l'INSEE. Donc l'INSEE produit des données qui peuvent être agrégées soit à l'IRIS, soit au carreau, et où, hein, pour être plus exact, hein, et qui vont fournir des distributions selon un ensemble d'indicateurs d'informations sur ces zones géographiques. Alors, l'avantage, c'est qu'elles permettent de fournir en open data des données assez intéressantes d'un point de vue statistique, mais la problématique, c'est que lorsqu'on souhaite aller plus finement et donc d'avoir un suivi ou une action beaucoup plus ciblée sur le parc bâti d'un territoire, eh ben, cette maille statistique devient insuffisante. Donc oui, deuxième côté de l'échiquier, on a les données Fideli. Donc je ne sais pas si tout le monde les connaît, je pense qu'elles sont quand même un élément central et connu notamment des services SSI, des services Habitat. Ce sont des données qui permettent d'accéder à certaines informations qui vont coupler les données fiscales aux données de déclaration des ménages, notamment sur leurs caractéristiques socio-économiques.
Elles ont comme qualité d'être mises à jour plutôt régulièrement, voire de façon annuelle. La grosse contrainte qu'il y a à l'usage de ces données-là, c'est qu'elles nécessitent en fait de les manipuler à travers un partenariat, notamment avec le CASD, l'obtention d'une box, et elles sont très contraintes en termes de manipulation. Et lorsqu'on veut sortir des données Fideli, à notre connaissance, il faut pouvoir les agréger, et donc on retombe sur la problématique de l'anonymat, et surtout des approches statistiques. Donc, face à ça, on a essayé de lever ce verrou. Comment faciliter la manipulation et l'accès à des données socio-économiques qui soient à la fois le plus fin possible géographiquement, mais qui conservent aussi toute leur pertinence lorsque l'on agrège ces données retranscrites à l'adresse d'un point de vue statistique pour pouvoir à la fois suivre une dimension plutôt stratégique, les grands éléments intéressants au niveau d'un territoire, mais aussi pouvoir opérationnaliser bâti par bâti des actions en lien avec les politiques de l'habitat. Je vais maintenant laisser la parole à Valentin qui va justement rentrer un peu dans le cœur du process et qui va vous expliquer comment on a réussi à fournir, grâce à notre expertise et aux données, notamment de la base de données IMOP, des données à l'échelle de l'adresse. Merci Jonathan. Alors, pour en fait réaliser cette brique de données, construire cette brique de données, on part d'une hypothèse de recherche qui est assez forte et qui est la suivante, c'est qu'il existe en fait une corrélation entre les caractéristiques d'un logement et le profil du ménage qui l'occupe. Donc c'est vraiment l'hypothèse de départ et l'hypothèse sur laquelle on a travaillé. On a ensuite donc pu concevoir un modèle qui repose sur le principe suivant où l'on va chercher en fait à connecter des logements entre deux bases de données. Ces deux bases de données, c'est celles que vous avez ici sur cette diapo. La première, c'est la base de données IMOP que l'on produit chez URBS et qui vient détailler au travers de multiples thématiques l'ensemble du parc bâti existant à l'échelle de la France métropolitaine. Ce qui nous intéresse dans la base IMOP, ça va surtout être des caractéristiques des logements et des caractéristiques d'occupation de ces logements. La deuxième base de données que l'on mobilise, ce sont les fichiers détails des logements de l'INSEE. Alors cette base, elle est assez intéressante dans la mesure où elle croise à la fois des données sur les logements, donc là encore des caractéristiques comme par exemple le nombre de pièces des logements, la superficie, ou le système de chauffage, et des caractéristiques sur les habitants, comme le nombre de personnes des ménages, l'âge de la personne de référence des ménages, ou encore des informations sur l'activité. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce croisement qui est déjà fait. Dans les fichiers détails, on a en fait une ligne qui correspond à un ménage. Le travail que l'on a réalisé, c'est le développement en fait d'une méthodologie qui permet de rapprocher les logements INSEE des locaux de la base IMOP. Pour cela, en fait, on développe un indicateur d'association et une méthode d'affectation. Donc, on recherche finalement pour chaque logement IMOP tous les logements INSEE qui seraient similaires, voilà, qui lui ressemblent. Et pour cela, on fait un calcul via un indice de similarité. On réalise ensuite une affectation des caractéristiques sociodémographiques selon une stratégie qui permet de traiter des cas où on aurait plusieurs logements INSEE qui correspondraient à notre logement IMOP. Ce rapprochement, ce calcul de similitude, il est fait au travers d'une dizaine de variables différentes, dont notamment l'occupation, le nombre de pièces, etc. Bien entendu, on fait un calcul avec tous les logements INSEE, hein, donc on prend chaque logement immeuble et on calcule cette similitude avec tous les logements INSEE, et on fait ensuite l'affectation sur la base des logements INSEE qui maximisent cet indice de similitude. Et de cette manière, on arrive à rapatrier toutes les informations sur les habitants, donc toutes les informations sur les ménages et les caractéristiques sociodémographiques de ces ménages. Cela aboutit à la création d'une table annexe à la base de données IMOP, donc que l'on a nommée EMA,
et qui nous permet d'avoir donc à l'échelle de l'adresse, eh bien, les caractéristiques socio-économiques qui sont, eh bien, lorsqu'on a un seul logement à l'adresse, eh bien, les caractéristiques du ménage qui occupe ce logement. Et quand on en a plusieurs, eh bien, c'est une distribution finalement des différentes caractéristiques socio-économiques. Alors, ces caractéristiques, quelles sont-elles? On a modélisé aujourd'hui 6 indicateurs, donc le nombre de personnes des ménages, 1, 2, 3, 4 ou 5 et plus, l'âge de la personne de référence du ménage, ici classé par classe d'âge, avec un focus particulier sur les personnes âgées, où on a 2 classes d'âge qui permettent de différencier les 65, 79 ans et les plus de 80 ans. On a ensuite le statut d'activité de la personne de référence du ménage, où ici, on vient détailler si la personne de référence a un emploi de longue durée, un emploi de courte durée, si c'est un retraité, un chômeur, ou si c'est une personne sans activité. On détaille également le statut conjugal de la personne de référence du ménage avec 3 modalités différentes. Ici, si il s'agit d'une famille monoparentale, d'un couple avec enfants ou d'un couple sans enfants. On ne traite pas des personnes seules puisque, en fait, c'était quelque chose que l'on peut déduire ici du nombre de personnes des ménages. On traite également du nombre d'enfants dans le ménage et du nombre d'actifs dans le ménage. Et on travaille sur un autre indicateur qui est la classe de revenus, indicateur qu'on n'a pas pu modéliser avec la méthode que je viens de vous présenter, dans la mesure où en fait ce n'est pas un indicateur qui est présent dans les fichiers détails de l'INSEE. Et donc on doit mettre en œuvre d'autres méthodologies pour modéliser les classes de revenus. Et entre autres, on se basera aussi sur les indicateurs qu'on a déjà modélisés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner quelques exemples de restitution ou d'exploitation de ces différents indicateurs. Alors, ici, à l'écran, vous avez sur cette carte, eh bien, une représentation des personnes âgées et une exploitation de l'indicateur de l'âge de la personne de référence du ménage. Sur la carte ici à gauche, vous avez les données que l'on a aujourd'hui actuellement de disponibles via l'INSEE. Donc ce sont les données carroyées, telles qu'on les présente d'ailleurs dans la base de données IMOP. Et on a voilà, une représentation qui est ici assez peu précise finalement. Via la base via la table EMA et notre modélisation, on arrive au niveau de détail que vous avez sur la carte ici au centre de cette diapo. Et ce que cette modélisation montre, c'est que on va beaucoup plus précisément. Alors, ce niveau de précision, pour cet indicateur d'âge, il pourrait être accessible aujourd'hui via notamment les fichiers fonciers non anonymisés. Mais la limite, c'est qu'on va traiter de l'âge uniquement des propriétaires, alors que ici, notre indicateur d'âge concerne tous les occupants des logements. Et on peut bien sûr de nouveau refaire la différence, enfin différencier les propriétaires occupants des locataires grâce à d'autres indicateurs de la base IMO. Euh, la base de données EMA donc permet ici une descente à l'échelle de l'adresse et un repérage plus fin pour toutes les catégories de ménages. Un exemple d'utilisation ici, hein, c'est par exemple le maintien à domicile des aînés. C'est exactement ce qui est représenté ici, où on a un focus sur les plus de 65 ans et leur proportion à chacune des adresses. Et encore une fois, on peut croiser, bien entendu, toutes ces données avec les autres caractéristiques des logements, donc par exemple l'accessibilité au transport, aux médecins, ou tout simplement l'accessibilité en elle-même des logements, avec la présence ou non d'ascenseurs, les performances énergétiques, la précarité, etc. Ce qui nous permet de faire des études très précises, finalement, ici, en lien avec le vieillissement. Alors, une deuxième exploitation que l'on vous propose ici, on a considéré l'indicateur de typologie de ménage, donc le type de famille. Euh, sur la carte ici à gauche, vous avez bien les données actuellement modélisées, encore une fois, par l'INSEE à l'échelle de l'IRIS cette fois-ci. Donc, on a représenté uniquement la typologie de ménage majoritaire pour chacun des IRIS. Et encore une fois, lorsqu'on considère les données produites dans la table EMA, avec la méthode que je viens de vous exposer, on arrive à un nouveau niveau de précision, ici donc au niveau des adresses, et cela permet véritablement de nuancer en fait les analyses qui peuvent être faites et réalisées à l'échelle de l'IRIS.
avec voilà, ici une typologie de ménage qui est bien plus précise finalement que ce que montrent les données agrégées à l'échelle de l'IRIS. Ce type d'analyse ici peut avoir un intérêt assez important pour repérer notamment les familles monoparentales qui, dans les politiques publiques, ou c'est des familles qui sont le plus susceptibles d'être dans une situation de précarité et donc qui nécessitent de s'y intéresser tout particulièrement. Toujours sur cette typologie de ménage, on peut, à partir des données de la table EMA, eh bien, créer des indicateurs un petit peu hybrides. Ici, on a donc toujours considéré cette typologie de ménage et on a cherché à montrer quelle était la typologie de ménage surreprésentée à chacune des adresses. Alors cette surreprésentation, elle est définie par rapport aux moyennes en fait ici de l'iris, c'est-à-dire que pour chaque adresse, finalement, on regarde si la proportion, par exemple, de familles monoparentales est plus importante ou non que celle de l'iris. Et on aboutit à ce genre de carte ici au centre où les bâtiments qui sont coloriés, c'est ceux qui sont un peu des outliers, des, des, hum, des bâtiments dans lesquels on a une surreprésentation finalement d'une typologie de ménage en particulier. Ça permet là encore de nuancer l'analyse agrégée à l'échelle de l'iris et de faire ici en tout cas un focus. On est sur le centre-ville de Saint-Étienne, sur les familles monoparentales qui, à pas mal d'endroits, a priori, où sont assez surreprésentées. Donc on est dans une exploitation qui va un peu plus loin finalement que juste la présentation des indicateurs que nous avons modélisés et qui va un peu plus loin dans l'analyse. Et enfin, à partir de la base de tous ces indicateurs, on peut aussi construire des indicateurs hybrides. Donc on va là encore dans un degré d'analyse un peu plus profond. Euh, Ce que l'on vous propose ici, c'est un indicateur de fragilité des ménages. Alors, pour commencer, on a sur cette carte ici à gauche, eh bien, une représentation des données Carroyer INSEE qui considère ici la part de ménages pauvres par carreau. On est toujours sur Saint-Étienne. Et donc, on a travaillé, nous, à la création, sur la base des différents indicateurs que l'on a modélisés, d'un indice de fragilité. On reprend un peu cette notion de surreprésentation que je vous avais présentée juste avant, et on a identifié quatre indicateurs ici, donc les familles monoparentales, les personnes seules ou familles nombreuses, les chômeurs et les personnes jeunes et personnes âgées. Quatre indicateurs donc qui sont, selon les données de l'INSEE, plus susceptibles d'être dans une situation de pauvreté. Euh, pour chacune des adresses, on va identifier si eh bien, l'un ou plusieurs de ces indicateurs sont surreprésentés par rapport à la moyenne nationale ou locale. Et de cette manière, si on a une surreprésentation, on peut définir un indice de fragilité. C'est-à-dire que, en gros, si on a un indicateur qui est surreprésenté par rapport aux moyennes nationales ou locales, ça dépend, ici on l'a considéré plutôt par rapport à des moyennes locales, eh bien, on va compter, on va avoir un indice de fragilité de 1. Si on a deux indicateurs, l'indice de fragilité sera de 2. Si on en a trois, de 3. Et si on en a 4, de 4. De cette manière, en fait, on peut nuancer, encore une fois, les analyses que l'on aurait à l'échelle des carreaux. Comme vous pouvez le voir ici, l'analyse au carreau fait en fait des moyennes hein, sur ces périmètres-là. Et lorsqu'on s'intéresse avec notre indicateur de fragilité un peu plus précisément aux différents bâtiments, on peut voir et différencier en fait, par exemple, juste ici, hein, les grands ensembles de logements sociaux de l'habitat pavillonnaire. Et donc, on a assez logiquement ici une concentration de ménages avec des indices de fragilité qui sont relativement élevés, alors qu'on ne retrouve pas ça dans l'habitat pavillonnaire. Donc, encore une fois, on peut nuancer les analyses que l'on pourrait faire à des échelles agrégées et donc avoir un repérage qui est beaucoup plus précis sur ces thématiques-là. Alors, comme vous venez de le voir, les données socio-économiques
qui ont été réattribuées aux adresses permettent d'avoir une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente des disparités qu'il pourrait y avoir sur un territoire, au sein d'un quartier, voire sur une zone bâtie spécifique, avec des apports qui sont très intéressants en termes d'analyse, mais aussi de mise en œuvre. C'est notamment ce que représente cette slide que je vais vous détailler, c'est comment ces données-là peuvent être utiles aux acteurs des territoires et à leurs opérateurs pour pouvoir mettre en place des actions ciblées. Ici, on vous présente une expérimentation, ou plutôt des actions hein, qui sont répliquées euh, en lien avec les sujets de précarité énergétique, avec comme partenaire ici notamment La Poste, qui propose des actions auprès des collectivités pour pouvoir notamment accompagner les ménages précaires dans des actions de lutte contre la précarité énergétique et plus globalement pour la rénovation du parc bâti. Comment se déroule cette démarche-là? L'objectif, c'est de repérer des ménages dans des bâtis qui auraient des profils particuliers qui permettraient en fait, euh, enfin pour qui il serait intéressant de proposer un accompagnement spécifique. Jusqu'à présent, les démarches majoritaires, notamment quand on est sur du boitage ou du repérage, c'est d'avoir une approche plutôt englobante. On va sur une zone, alors ça peut être un quartier prioritaire de la ville ou sur un ensemble de bâtis que l'on aurait pré-identifié de façon macro, d'aller boiter en espérant que les personnes, en fait, vont contacter l'opérateur public qui pourrait les accompagner dans la rénovation ou qui leur permettrait en fait de répondre à leurs problématiques de précarité énergétique. Les retours que l'on voit, c'est que souvent le taux de transformation, le nombre de personnes qui prennent contact est assez bas et que pour la somme investie dans toute cette démarche de prise de contact, on a finalement un retour assez mauvais. Ce que l'on a proposé, en fait, c'est d'avoir des messages qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus ciblés par rapport à des populations et d'essayer d'avoir, si je puis dire, des frappes chirurgicales en disant ne ciblons que les bâtiments qui ont la plus grande probabilité d'avoir des ménages qui correspondent à l'action que vous souhaitez mener et au financement éventuellement ou aux conditions d'accompagnement que vous proposez. Donc là, la Poste Solutions, avec le territoire de Besançon, a utilisé nos données, donc à la fois les données que vous connaissez au sein de la base de données IMOP, qui va caractériser le bâti en lui-même sur des dimensions techniques, énergétiques, urbanistiques, mais aussi les éléments liés aux bases de données socio-économiques pour pouvoir avoir une finesse dans le repérage. Et ça, très concrètement, ça s'est répercuté par un taux de transformation qui a littéralement explosé parce qu'on a eu 50% de plus par rapport aux moyennes qu'ils avaient pu constater de prise de contact des habitants lorsque le facteur a distribué la lettre qui était destinée à la population vraiment qui était ciblée. Et donc, qui dit prise de contact augmentée, dit capacité en fait d'avoir un opérateur, que ce soit éventuellement le facteur ou un acteur local lié à des actions comme Stop Exclusion énergétique, de pouvoir en fait rentrer en contact et donc d'avoir un meilleur repérage pour pouvoir réellement accompagner les populations. Et ça, on peut l'imaginer sur un ensemble de politiques, notamment de l'habitat. Comment accompagner les personnes âgées et les aînés au maintien à domicile, sachant que nous ne savons pas où sont ces personnes-là et que finalement une communication globale ne serait pas efficace. Comme l'a présenté Valentin, en couplant à la fois des caractéristiques sur le bâti et des caractéristiques sur l'âge des personnes que maintenant nous pouvons avoir à l'échelle de l'adresse, on a cette capacité à augmenter la capacité d'action des territoires et finalement, au-delà des dimensions sociales qui sont bien entendu centrales et très importantes, optimiser tous les coûts financiers liés aux études, au repérage ou aux campagnes de communication si on prend uniquement ce périmètre-là.
Je pense que voilà, donc on a fait un premier tour des données EMA aujourd'hui avec cette présentation. Comme vous l'avez dit, l'objectif c'était d'avoir cette présentation sur un temps maîtrisé d'une demi-heure. L'objectif maintenant, ça va être de pouvoir présenter les questions et tenter d'y répondre afin de vous apporter tous les compléments d'information que vous souhaitez. Je propose qu'on commence sur deux questions un peu en lien avec la fiabilité du modèle. Donc, une question demandant si notre modèle a été ensuite recalé sur les résultats INSEE à l'iris et au carreau, et est-ce qu'on a testé empiriquement nos prédictions. Alors, on a quelques éléments de réponse sur ce sujet, ce qui va nous permettre de parler de fiabilité effectivement. Euh, on avait un peu anticipé cette question. Donc en fait, la problématique, c'est qu'on n'a pas forcément accès à des données réelles, ou en tout cas dans un nombre, dans une quantité très limitée. Donc on a développé de notre côté plusieurs indicateurs de fiabilité. Le premier, que nous avons nommé probabilité de bon choix, c'est un indicateur qui permet de qualifier le choix des caractéristiques socio-économiques dans le cas où on a plusieurs logements qui maximisent l'indice de similarité. Donc, lorsqu'on fait le choix d'affectation, pour résumer, si on a eh bien, un seul profil de ménage à affecter, on va considérer qu'on fait un très bon choix. En revanche, si on a eh bien, cinq profils de ménage à affecter, notre choix n'est pas forcément très bon. On peut dire que la probabilité de bon choix est uniquement donc, de 1 sur 5 de 20%. Dans 3 cas sur 4, on attribue donc le bon logement INSEE au bon logement IMOP, c'est-à-dire qu'on a quand même finalement, lorsqu'on fait notre processus d'affectation, peu de choix d'affectation des caractéristiques socio-économiques. Notre deuxième indicateur, c'est l'indice de similarité. C'est celui qui nous sert à rapprocher les logements IMOP des logements INSEE. C'est en fait une mesure synthétique de la qualité de notre appariement. Et dans ce cas-là, on a un indice de similarité qui est de 94% en moyenne. Donc ça, c'est pour les indicateurs de fiabilité. Ensuite, et pour répondre directement à l'une des questions, oui, on vérifie que nos prédictions, qu'on arrive en réagrégeant finalement les différentes données, à retrouver eh bien, les distributions de l'INSEE, alors que ce soit à l'échelle de l'IRIS, que ce soit à l'échelle des carreaux, de la commune, de l'EPCI et du département. Vous avez ici un exemple sur le département de la Loire où en fait on retrouve dans au moins à peu près 90% de similitude des distributions pour chaque indicateur et dans la plupart des cas 97%. Euh, une petite notification du pourquoi on n'est pas à 100% de similitude dans les distributions. Ça tient à deux raisons principales. La première, c'est qu'on a deux millésimes différents de données. Les données INSEE, fichier détail, ce sont des données de 2021 basées sur des campagnes de recensement réalisées dans les 5 années précédentes, donc qui s'étalent, si je calcule bien, de 2016, de 2015 à 2020, pardon. Et donc ça, c'est la première raison, hein. Les données IMOP, elles, enfin, les données IMOP considérées, ce sont les données 2025, basées sur les fichiers fonciers 2024. Et donc, on a une différence, en fait, de millésime entre les deux, ce qui peut amener à des différences dans la caractérisation des logements, dans tout ce qui est descriptif, en fait, du parc bâti. Et la deuxième définition, c'est que la deuxième raison, c'est que les définitions entre les indicateurs de la base IMOP et les indicateurs des fichiers détails de l'INSEE sont un peu différentes aussi. Un exemple qui est assez parlant, c'est que dans les fichiers fonciers, on a un indicateur qui s'appelle nombre de pièces au sens de l'INSEE, et malgré cette définition qui est censée être la même que l'INSEE, on ne retrouve pas les mêmes distributions. Euh, donc voilà, on a des différences finalement entre les deux bases, ce qui explique ici les différences aussi lorsqu'on réagrège les données et qu'on vérifie les contraintes hommages. Enfin, troisième élément pour valider un peu notre méthodologie, on a eu l'opportunité de réaliser des comparaisons avec des données réelles, et ici en particulier les fichiers fonciers non anonymisés. Alors c'est une comparaison qui est très restreinte, se restreint donc à l'âge en fait des ménages, donc à l'indicateur d'âge que l'on simule.
et que l'on a comparé à l'âge en fait des propriétaires. Donc là encore, c'est de nouveau très restreint puisqu'on a considéré uniquement le parc de logement occupé par son propriétaire et on a réalisé une comparaison avec nos données simulées et c'est ce que vous avez ici à l'écran. Pour résumer, pour donner un exemple de la fiabilité que l'on peut accorder du coup à nos données, lorsqu'on repère ici les personnes de plus de 65 ans, on, on est certain que c'est bien le cas dans près de 7 cas sur 10 et qu'on a bien repéré finalement une personne de plus de 65 ans dans 7 cas sur 10. Donc ça nous a permis de qualifier véritablement notre méthodologie et de voir qu'on avait quand même des prédictions qui étaient plutôt bonnes sur en tout cas cet indicateur d'âge des propriétaires. Voilà pour cette réponse aux deux questions sur la qualité en tout cas de notre modélisation. Peut-être pour compléter, on a une question sur est-ce qu'on a testé empiriquement nos prédictions. Donc oui, notamment sur plusieurs territoires avec lesquels on a travaillé, notamment avec La Poste, lorsque l'on avait le facteur qui avait un entretien avec les personnes qui avaient répondu favorablement, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un taux de transformation très élevé. On a eu une captation des données réel du terrain par ces acteurs que sont les facteurs. Et donc, on a pu regarder sur plusieurs de nos indicateurs, que ce soit à la fois les éléments socio-économiques, mais aussi des données techniques, et ben, quel était le taux de concordance réel. Et on voit qu'on est sur des très bons retours où, pour plusieurs des indicateurs, on a un taux de concordance assez élevé malgré le fait que les données que l'on utilise pour faire la descente d'échelle sont des données issues du dernier recensement, donc on peut avoir des écarts. Voilà, donc la plupart du temps, les écarts que l'on constate peuvent être liés à la méthodologie, mais aussi dans une certaine mesure, à l'ancienneté des informations, d'autant plus lorsqu'on est sur de la maison individuelle où, ben, un changement d'un ménage correspond à un changement de la totalité des ménages du logement présent à cette adresse, là où dans des logements collectifs, on a rarement eu 100% de turnover au sein d'une même adresse. Donc voilà, des retours qui nous permettent aujourd'hui de dire que l'usage de notre méthodologie appliquée à la descente d'échelle pour caractériser les éléments socio-économiques ont une très grosse robustesse d'un point de vue statistique. Donc, vous pourrez utiliser nos données à l'adresse pour faire des analyses statistiques qui vous donneront, comme l'a expliqué Valentin, à 3% près les mêmes statistiques que ce qui est obtenu par l'INSEE avec le gros avantage de pouvoir avoir aussi une robustesse de l'information à un niveau micro, c'est-à-dire celui de l'adresse. Euh, Une autre question, comment est caractérisée la donnée dans un habitat groupé? Si je comprends bien, c'est un peu comment on formalise la donnée dans la base. Donc, sur chacun des indicateurs que je vous ai présentés juste avant, en fait, chaque modalité fait l'objet d'une colonne dans notre base de données. Et donc, de cette manière, eh bien, on a une distribution dans l'habitat groupé. Cela revient à avoir une distribution des ménages comme on l'aurait à une échelle finalement agrégée. Euh, Sur la disponibilité, donc c'est quelque chose qui sera disponible dans l'ONB a priori plutôt au printemps et que l'on peut mobiliser dès maintenant finalement en base de données. Donc on peut livrer la base de données dès maintenant. Euh, Voilà, il y a d'autres questions sur la récupération des données. Donc, de façon globale, on vous rappelle les modalités d'accès aux données du RBS. Donc, il y a trois vecteurs de mise à disposition. La première, et qui peuvent être cumulables. La première et la plus utilisée côté des acteurs publics, c'est la livraison du jeu de données. Donc, en fait, on vous envoie un fichier, alors soit un dump, soit un GeoPackage qui va vous permettre d'avoir, notamment à l'échelle de l'adresse, toutes les données. Donc Emma fonctionne comme l'ensemble des autres tables de la base de données IMOP.
vous pouvez les récupérer au format que vous souhaitez. Et donc, si vous avez déjà manipulé les données immeubles, vous retrouverez un format structurel de la table qui est très proche de ce que vous avez l'habitude d'utiliser et qui est nativement compatible avec vos SI et vos SIG. La deuxième façon, donc cette première modalité de mise à disposition, elle est effective dès aujourd'hui. Si vous souhaitez accéder aux données sous forme de base de données, vous pouvez nous contacter et la livraison se fait techniquement, peut se faire dans la journée. La deuxième modalité d'accès concerne l'intégration des données EMA au sein de l'ONB+. Donc là, on est en train justement de travailler à l'intégration de toutes ces données pour qu'elles soient présentes en partie en cartographie et en totalité pour chacune des adresses et dans le tableau de bord territoire. Donc, l'intégration de EMA au sein de votre ONB+, permettra d'avoir les informations pour chaque adresse de votre territoire et de pouvoir générer avec les tableaux de bord associés des statistiques à l'échelle habituelle, c'est-à-dire la commune, le PCI, le département, de façon automatisée. Voilà. Donc ça, c'est les deux grandes modalités d'accès. Et voilà, pour le redire, tout de suite en accès base de données et dans le printemps, elles seront accessibles dans l'ONB+, et donc dans l'interface. Euh, on est en train de regarder les autres questions. On a plusieurs questions sur, Sur la légalité. ouais, sur la légalité, l'anonymisation des statistiques, sur le RGPD. Voilà, on va faire une réponse groupée. Donc Marc qui travaille aussi avec nous sur les sujets de R&D. Bonjour à tous, Marc Grossouvre, donc je suis data scientist à URBS. Sur la légalité, il faut bien comprendre que ce qu'on fait, c'est une attribution statistique au logement. Donc techniquement, il n'y a pas de levée de l'anonymat, hein, que ce soit bien clair. Il y a pas de, il y a pas d'enquête de terrain qui permettrait de lever l'anonymat et de dévoiler des données personnelles. À partir du moment où vous avez, par exemple, la distribution des ménages sur un bâtiment, c'est une distribution qui est obtenue par des données statistiques. Il peut y avoir des différences avec la réalité. Et ça n'est ça n'est qu'un outil de repérage et de diagnostic, mais ça n'est certainement pas voilà, comment, un lever de l'anonymat. Le deuxième point aussi que l'on enfin, que l'on met aussi à votre connaissance, c'est qu'aujourd'hui, les données socio-économiques EMA sont destinées aux seuls acteurs publics. Et donc, du côté de URBS, on va appliquer l'accès aux données EMA, même si on n'a aucune obligation, bien entendu, aux mêmes conditions que ce que propose le CEREMA au niveau des données des fichiers fonciers, c'est-à-dire que l'on réservera l'accès aux données EMA aux ayants droit, même ayants droit qui, pour rappel, ont accès aux fichiers fonciers non anonymisés, qui permet notamment d'obtenir le nom et le prénom du propriétaire. Voilà, donc c'est aussi une condition supplémentaire que nous, on s'impose pour avoir un usage raisonné, mais surtout avec aucune action commerciale derrière, afin de vraiment outiller les politiques publiques et les acteurs publics. Euh, Une question sur le lien, comment le lien est effectué entre la base de données, les fichiers détails INSEE et les fichiers fonciers. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. En fait, on va considérer les caractéristiques des logements. Donc, elles sont à la fois présentes dans les fichiers détails INSEE et à la fois présentes dans les fichiers fonciers, ou plus précisément dans enfin, dans le retraitement que nous en faisons dans la base de données IMOP. Et on utilise un indicateur qui est un indice de similitude pour faire le rapprochement entre ces deux bases de données. C'est cet indice de similitude qui nous permet eh bien, ensuite d'affecter un logement INSEE à un logement issu des fichiers fonciers.
Alors, pour être quand même plus précis, on utilise, enfin, comme on vous l'a mentionné, on est sur un logement au sens de la base de données IMOP, notamment parce que les informations natives dans les fichiers fonciers ne sont pas suffisantes pour optimiser l'ensemble des paramètres que l'on vérifie lorsqu'on fait l'attribution, notamment tout ce qui va être système de chauffage, source d'énergie, tous les éléments que vous ne retrouvez pas nativement dans les fichiers fonciers. Donc, les fichiers fonciers, pour rappel, sont une des nombreuses bases de données que l'on manipule et que vous retrouvez dans la base de données IMOP, mais on utilise l'ensemble des informations de la base de données IMOP. Donc, c'est vraiment cette association et la connaissance que l'on a dans IMOP qui permet cette optimisation des rapprochements pour la création de la base de données EMA. Si on n'utilisait que les fichiers fonciers, on ne pourrait techniquement faire une partie du travail, mais on aurait une bien moindre fiabilité parce que on ne pourrait utiliser peut-être que la moitié des indicateurs qui sont nécessaires au rapprochement. Une question sur les données INSEE mobilisées toujours, donc d'échelle. Les données, donc les fichiers les fichiers détails de l'INSEE, l'information est en fait géographiquement localisée à l'échelle de l'IRIS. En fait, on a une liste de ménages qui sont au plus fin géolocalisés à l'échelle de l'IRIS. Et ce sont ces données-là que l'on mobilise. Donc en fait, on va chercher au sein de chaque IRIS les logements immeubles qui correspondent. Voilà, donc on a quand même une précision qui est assez importante, c'est-à-dire qu'un logement qui se situerait en Bretagne ne va pas se retrouver à Bordeaux. Mais bien, un iris dans le centre-ville de Saint-Étienne va aller chercher les logements INSEE qui se situent déjà dans cet iris à Saint-Étienne. Alors, on a une question sur le recensement de la population et du pourcentage des logements qui sont audités. Alors, en effet, en fonction de la taille du territoire, on peut avoir qu'une partie de la population qui est recensée. Pour autant, en fait, l'INSEE a des indicateurs de pondération. Donc, quand bien même il ne recense qu'une partie de la population, il fait une estimation de la représentativité de cette population et du poids qu'elle a, donc le poids de l'échantillon par rapport à la population globale. Donc, on va utiliser les données natives et on va, pour simplifier, multiplier le nombre de lignes par le poids qui est accordé à l'INSEE. Donc, certains ménages vont avoir un poids euh, supérieur, 4, 5, ça veut dire qu'en fait, il a une proportion plus importante et donc en fait, on va pouvoir retrouver et multiplier le nombre d'individus réellement audités en l'extrapolant par rapport au poids pour avoir le nombre total de ménages qu'il y avait initialement à l'IRIS et donc faire les associations. Alors, j'ai vu une question sur l'accès à l'outil. Donc, pour accéder aux bases de données et ou à l'outil de l'ONB+, vous avez, on va remettre la slide, vous pouvez nous contacter sur contact@urbs.fr. Et donc, à partir de là, vous pourrez nous exprimer votre besoin sur la table EMA ou plus globalement sur l'ensemble des jeux de données que l'on peut proposer avec ou pas un accès à l'ONB+, et après, on peut vous faire une présentation, sachant que vous avez, certains ont évoqué le coût. Il faut savoir que la base de données EMA a été aussi pensée pour les collectivités sur le même principe que les autres bases de données IMOP, et donc c'est une base de données dont le coût commence à partir de 1 000 euros pour un territoire. Voilà, donc voilà. Et la livraison se fait sur les mêmes conditions que pour toutes les autres bases de données, c'est-à-dire que lorsque l'on livre une base de données à un territoire, cette base de données est la propriété du territoire qui après peut l'utiliser en interne ou éventuellement la diffuser. La seule condition, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de tarification une fois qu'elle vous a été mise à votre disposition. Sur la fréquence de mise à jour, c'est une mise à jour effectivement qui est annuelle, mais à bien nuancer. On fait cette mise à jour parce que la base IMOP évolue en fait annuellement et donc on est obligé de recalculer finalement les indicateurs socio-économiques chaque année. Néanmoins, il faut noter que les fichiers détails de l'INSEE, eux, ne sont mis à jour que tous les 2 ans et qu'aujourd'hui, le millésime qui est disponible, c'est le millésime 2021.
publié il y a à peine un an. Et donc, les fichiers détails seront a priori mis à jour que l'année prochaine. Donc, il y a bien une mise à jour annuelle, mais pas complète non plus, parce que les données sources ne sont pas mises à jour plus fréquemment que ça. Il y a une question sur l'agrégation des données. Alors, notamment des données EMA ou d'autres données. Alors, bien entendu, en fait, entre guillemets, qui peut le plus, peut le moins, c'était aussi le mantra du RBS de fournir des données au plus finement pour permettre aux acteurs terrain d'opérationnaliser les politiques et les stratégies. Donc, vous pouvez très facilement agréger des données à l'échelle d'une parcelle qui contiendrait plusieurs bâtiments, à l'échelle d'une iris, à l'échelle d'une commune, etc. Donc, à partir du moment où on fournit l'ensemble des informations sur les adresses de votre territoire, vous pouvez faire l'ensemble des agrégations que vous souhaitez pour générer des rapports statistiques plus ou moins fins en fonction de la maille qui vous intéresse. Donc, si c'est un quartier prioritaire de la ville, c'est possible aussi, hein, parce qu'on intègre les quartiers prioritaires de la ville, les zones de sécurité prioritaires. Vous pouvez faire ça à l'échelle d'une NOPA, etc., etc. Donc, vraiment, un outil qui est vraiment très puissant à la fois pour suivre les éléments statistiques, ce qui n'est pas forcément évident, hein, parce que quand vous avez une OPA qui coupe plusieurs iris, et pas forcément sur le périmètre géographique de l'iris, c'est assez compliqué de réattribuer une proportion des données du carreau ou des données de l'iris à la zone qui est entrecoupée de votre OPA. Là, l'intérêt, c'est que vous avez beaucoup moins de chances qu'un bâtiment soit entre deux OPA, et donc vous avez aussi la possibilité d'avoir cette finesse d'analyse et cette robustesse d'analyse. Ouais, sur la Ah. question du découplage entre la taille des logements et le départ progressif des enfants du foyer, voilà, c'est lié, enfin, en fait, c'est des informations que l'on va retrouver dans les données INSEE et qui, du coup, se retrouveront aussi dans notre modélisation. La question de la taille des logements et de la part de famille est un élément assez intéressant sur lequel les données EMA aussi permettent d'apporter énormément. Plus précisément, je pense à la question de la sous-occupation ou de la suroccupation des logements à une adresse, qui est un sujet qui prend de l'ampleur, notamment sur les territoires urbains. Alors, sur d'autres territoires, bien entendu, mais notamment dans les territoires urbains denses ou avec des tensions. Euh, Étant donné qu'aujourd'hui, on est en capacité de connaître la taille des logements au sens de la superficie fiscale qui est fournie soit par les données DVF de façon ponctuelle lors des ventes, soit pour les ayants droit via les fichiers fonciers, il est possible aussi d'estimer un état de la sous-occupation et de la suroccupation des logements situés à une adresse. Donc ça permet aussi, ça fait partie des indicateurs composites qu'il est possible de générer en utilisant les différents attributs de la base de données IMOP, dont les attributs EMA, de pouvoir étudier la suroccupation et la sous-occupation des logements. Donc ça rentre bien aussi dans la politique globale du RBS qui est de fournir une vision exhaustive des problématiques du bâtiment, donc de ne pas uniquement être sur une vision physique du bâtiment, une vision technique du bâtiment, mais vraiment une vision la plus exhaustive qui embrasse toutes les dimensions, à la fois les dimensions énergétiques, urbanistiques, administratives telles que vous les connaissez actuellement, et dorénavant tout le pan socio-économique qui était un pan, comme on l'a évoqué au début, très important, mais encore manquant. Alors, on est en train de rebalayer les dernières questions que l'on n'aurait peut-être pas encore traitées. Alors, on a des questions justement du aller vers, donc on a comment, on y a répondu. Donc, le aller vers, c'est des choses qui ont été présenté avec notamment un partenaire qui était La Poste et un territoire qui était celui de Besançon. Mais pour information, on a répété l'opération sur Bordeaux et sur d'autres territoires. Voilà, donc c'est vraiment des choses que l'on fait. Il est midi 20, on arrive au terme de cette petite heure que l'on s'était accordée. N'hésitez pas si vous avez, si vous souhaitez en savoir plus, de nous contacter. Sachez que, comme à notre habitude, on va
mettre des éléments d'information sur justement la base de données EMA, la méthode. Donc, ce que vous venez de voir sous forme de présentation, on va l'intégrer au sein du forum de l'Observatoire national des bâtiments. Donc, pour rappel, le forum permet de vous présenter et d'avoir accès à des niveaux d'information très détaillés sur les données que l'on produit et sur les modalités de production de cette donnée-là. Et lorsque cela a été réalisé, vous pouvez même avoir des rebonds vers des articles scientifiques qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de rentrer dans le détail, des éléments techniques. Voilà, donc on va vous proposer de clôturer cette présentation des données EMA. Pour rappel, le webinaire a été enregistré, donc vous recevrez prochainement, notamment par la newsletter, un lien vers ce webinaire. Donc si vous souhaitez revenir sur des éléments que vous n'auriez pas compris, vous pouvez regarder ce webinaire. Mais comme je l'ai précisé aussi, vous avez la possibilité de nous contacter directement et nous pourrons répondre volontiers à toutes vos questions. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire.